Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est une nouvelle hier qui est parue puis qui semblait être une nouvelle, là, comme parmi tant d'autres, on en voit ici à Montréal là, des nouvelles sur le crime organisé, fusillade dans les rues de Montréal. C'est toujours à déplorer. Cette fois-ci, c'est un véhicule qui passait, qui en visait d'autres. Sauf que plus la nouvelle évoluait, plus était étonnante, inquiétante et bizarre, mettons. Oui, parce que là, pour commencer, dans ces cas-là, Mario, d'habitude, quand tu interroges la victime ou la personne qui aurait pu devenir une victime d'une fusillade, ben ces gens-là, souvent... refusent de collaborer avec la police. Oui, surprise, parce qu'ils font souvent partie eux-mêmes du crime organisé. Puis c'est un gang rival qui va tenter de leur faire peur ou, ni plus ni moins, que de les assassiner. Mais là, c'était deux hommes qui se rendaient au travail. Ben ordinaire, sans histoire. Ouais, pas connu. Un qui a été blessé à l'épaule, l'autre que les balles l'ont effleuré mais l'ont pas touché. Exact, et qui, sont pas connus du tout des milieux policiers. Et là, on savait déjà que les deux auteurs de la fusillade avaient pris la fuite dans un véhicule, avaient été pris en chasse par les policiers jusqu'à se rendre sur Saint-Zotique, le rouler littéralement sur une piste cyclable, puis perdre le contrôle à grande vitesse. Mais on était chanceux qu'ils tuent pas. Bon, les deux jeunes se sont tués, là, mais écoute, ils ont roulé, là, je sais pas à quelle vitesse, mais à pleine vitesse dans la rue, un bout sur le trottoir, dans la piste cyclable. Il aurait pu faire plein d'autres victimes innocentes. Oui, et là, t'as vendu un peu la mèche. Parce qu'il n'y a aucun blessé là, dans l'histoire, autre que eux. Là. Autre qu'eux-mêmes, qui ont trouvé la mort, malheureusement. Puis t'as parlé des jeunes tout à l'heure, puis c'est ça le détail horrifiant qui est paru plus tard aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on en a appris un tout petit peu plus. Les deux hommes qui sont morts, emboutis dans un arbre à terme de leur course-poursuite, ont 14 et 16 ans. C'est ce qui a été confirmé par diverses sources policières. Donc, deux jeunes, deux mineurs. Mario, on se demande même s'il y avait un permis de conduire, là, ces jeunes-là, qui ont, on se comprend, tiré sur les gens dans la rue, puisqu'on a retrouvé l'arme à feu qui aurait servi aux tentatives de meurtre à l'intérieur du VUS qui a été embouti dans l'arbre par la suite. Là. Donc, une poursuite de 5 km quand même qui s'est terminée tragiquement. 14 et 16 ans, t'es en possession d'une arme illégale, tu tires sur des inconnus, comme un fou dans la rue, là, en circulant. Tu fuis la police. Bon, tu te tues. Ça, c'est triste. Et on pense à leurs parents. Tu te tues en fonçant dans un arbre parce que tu sais probablement... Déjà que tu fuis en ville à toute vitesse. En plus, tu sais probablement pas bien conduire. Mais comment... L'histoire est inquiétante et intéressante à la fois. Comment tu te ramasses à 14 ans? Prenons le plus jeune des deux. Comment tu te ramasses à 14 ans dans un tel niveau de criminalité? À quel âge t'as commencé? Par quel chemin t'es arrivé là? Qui t'a rencontré? C'est incroyable. Là. Comment tu t'es procuré une arme à feu illégale? On dit que ça coûte pas cher, c'est facile à se procurer, mais pas cher, c'est une coupe de 1000. Là. C'est pas 5 piastres. Faut qu'il y ait un contact. Comment tu... Oui, parce que moi, demain matin, je veux dire, j'ai beau avoir l'argent, je saurais pas comment me trouver une arme à feu illégale. C'est vraiment le genre d'affaire. C'est complètement sauté. Là. Comment à 14 ans... t'en arrives à être impliqué dans un événement de la sorte, un événement comme celui-là. Oui, parce que là, dans les milieux criminalisés en ce moment, Mario, on en a vu des jeunes criminels. Là. Beaucoup au milieu des gangs de rue, entre autres. Hein, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup vu. Là. Puis encore, dans ce cas-ci, pour au moins un des deux jeunes, Mario, on dit que ce serait là, un jeune qui aurait eu des liens là, avec un violent gang de rue montréalais, le STL, qui, il y a un an d'ailleurs, là, dans le coin d'Anjou, on se souviendra, il y avait eu plusieurs fusillades, des représailles, des menaces sur les réseaux sociaux là, entre groupes rivaux. Puis ça avait fait là, toutes sortes là, de coups de feu partout dans le quartier. C'est exactement cette gang-là qui était concernée à l'époque. Puis on parle souvent de jeunes criminalités, OK, dans les gangs de rue. Pour ce qui est du vol de voiture, Mario, c'est toujours des jeunes 18, 20 ans. Beaucoup de mineurs même, parce que souvent, les bandits vont aimer mieux envoyer un mineur, parce que si jamais il se fait arrêter... T'sais, la justice n'est pas sévère, il ne sera pas jugé par les tribunaux pour adultes, surtout pour un vol de véhicule, ça va être considéré comme un crime non violent. Mais ça, encore une fois, là, j'encourage pas ça, mais on peut mieux comprendre. Là. Un jeune qui va voler, là, tu lui dis « Hey, je vais te donner 10 000 $, t'as 18 ans, wow, 10 000 $, si t'en vas voler telle auto. » Tu voles une auto, c'est un crime, évidemment, avec une victime, mais qui est pas violent nécessairement, puis dans lequel tu vas faire de l'argent facile, puis ça peut te sembler facile et simple de faire ça. Là, ils ont 16 et 14 ans, t'as une arme illégale, tu te promènes en pleine rue. Là, tu tires sur n'importe qui. Hey, tirer en mouvement dans une auto, Mario, je veux dire, ça prend déjà théoriquement, là, on se comprend que c'est pas tout le monde dans le crime organisé, j'espère qu'il y a des formations d'armes à feu, mais c'est pas facile, tirer de l'arme à feu pour essayer d'atteindre une cible. Là, t'es en mouvement dans une auto avec un autre jeune
qui est au volant puis qui sait probablement à peine conduire, puis t'as quelqu'un avec une arme à feu illégale qui fait feu de tous les côtés. Mais c'est un cas dangereux, puis je comprends mal, moi aussi, comment ils se sont ramassés là. Non, c'est renversant, puis c'est toujours les problèmes de Montréal. On dit avoir fait beaucoup d'interventions pour réduire le nombre d'armes à feu dans la rue. En même temps, les policiers nous disent souvent ils en rentrent encore à la frontière, puis on pense pas que sur le total, on pense pas qu'on réussit à en saisir autant qui en entrent. Mais voilà, disons que c'était aujourd'hui, je pense, un choc, un événement choquant pour beaucoup, beaucoup de monde. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Je parlais de criminalité puis de vol d'auto il y a quelques instants. Ben, il y a eu un autre vol de voiture. Là, vous allez me dire, OK, il y en a tout le temps, toutes les X minutes au Canada, dans les villes de Montréal, Toronto. Certes, mais c'est pas tous les jours qu'on vole un véhicule de la GRC, Mario. Puis c'est ce qui est arrivé récemment. Et qu'on vole un véhicule de la GRC dans un environnement, et je peux en témoigner, j'y étais, où il y a de la police partout. Oui, parce que là, la fin de semaine dernière, juste avant, en fait, le vendredi, dans le coin de la basilique où il y avait la chapelle ardente de Brian Mulroney, ex-premier ministre du Canada, bien, à quelques centaines de mètres de là, mais on se comprend, il y avait non seulement une présence policière super intense dans le coin, mais B, c'est tout un dispositif de sécurité là, qui est implanté sur place, mais malgré tout ça, bien, il y avait une voiture banalisée là, d'un membre de la GRC, donc un agent des forces fédérales, et qui avait dans son auto un sac à dos, beau sac à dos là, de marque Arc'teryx. On se comprend, ça vaut cher, ce genre de sac-là. Et là-dedans, et là, un voleur de carrière, un homme de 48 ans, le monsieur Mokhtar Ejdel, qui arrive, voit tout ça, puis fracasse la vitre là, avec un bon coup de coude, ramasse le sac à dos, puis s'enfuit avec. Le problème, Mario, c'est que bien malgré lui, là, comme c'est une voiture banalisée, donc on ne fait pas savoir que ça appartenait à un membre de la GRC, mais ça a déclenché une panique parmi les forces policières parce qu'à l'intérieur du sac, Mario, il y avait des identifications là, presque classées top secrètes et secret défense ici au Canada. Là, on parle entre autres en dedans un passeport vert. Là, c'est des passeports spéciaux pour les agents du gouvernement qui vont voyager à l'étranger, une radio de police, un badge d'agent de la GRC, une carte aussi qui donne des accès privilégiés dans un aéroport. Là. Ça peut être dangereux si ça tombe entre de mauvaises mains. Là. On dit que du côté de la sécurité nationale, on n'a pas niaisé avec le POC, on a désactivé tous les accès, le passeport, tout a été rapporté volé des minutes qui ont suivi. Mais quand même, là, on sait que c'est un problème, les vols d'auto, mais à cause de plein de police. Mais je comprends quand même qu'il y avait un sac à dos laissé sur le siège arrière d'un véhicule de la GRC. Ouais. Tu sais que tu peux avoir une contravention pour ça si tu laisses un sac à dos avec même ton linge d'éducation physique dans ton auto au centre-ville, hein? Oui. On se comprend. On jase, là. Je dis ça de même. Oui, mais quand même, il faut être culotté. Puis c'est en plein jour, là. C'est pas la nuit, c'est en pas plein jour. Dans un secteur où c'est plein d'autos de police, tu défonces une auto. Puis toute la sécurité nationale qui est sur place, ça démontre à quel point. Mais personne ne s'est rendu compte de rien quand même jusqu'au moment où je pense qu'ils se sont rendus compte. Ils se sont rendus compte que l'auto avait été défoncée puis que le sac avait été volé quand le propriétaire est revenu, là, l'agent de la GRC est revenu. Mais le type n'a pas été arrêté sur place. Là. Non, c'est mardi, là, cette semaine, qu'on a fini par l'arrêter. Il y a toutes sortes d'accusations qui sont tombées sur lui. Là, des vols de moins de 5 000 méfaits, possession d'outils de cambriolage, etc. Avoir une pièce d'identité qui ne lui appartient pas aussi, c'est une des accusations qui va tomber. Mais lui, Mario, à 48 ans, là, il a un casier judiciaire absolument garni. Là. Ça a commencé, il a pris le plus de 20 ans sa carrière criminelle. Puis c'est, en la plupart, là, des méfaits puis des vols de voitures. C'est quelqu'un de carrière qui n'a jamais vraiment arrêté de voler des voitures. Mais c'est pas bizarre qu'il vole un sac à dos. Ben, il dit qu'il savait pas que c'était un véhicule de police parce qu'il était banalisé. Ouais. On dirait qu'il vole des voitures d'habitude, il vole un sac à dos parce que, je veux dire, dans 80% des sacs à dos, il n'y a rien qui a de la valeur, là, non? Je sais pas. Ouais, mais le sac à dos lui-même aurait pu avoir de la valeur. Peut-être le sac lui-même. C'est une marque chère, Mario, mais dans tous les cas, là, c'est situation réglée, pas plus de problèmes autour de tout ça. Mais sérieusement, là, en plus, on a pu le relier du côté de la police de Montréal avec un autre vol de voiture qui est survenu en décembre en allant arrêter l'homme en question. Ça montre à quel point on est culotté. Là, tu penses-tu que ce sac à dos-là a été cherché plus activement? Parce que, tu sais, quand les policiers, GRC ou autres, là, tu sais, quelqu'un a un GPS dans son auto puis qui capote, il dit « Je le sais, là, ça me le dit, là, sur le GPS, elle est dans le port de Montréal. » Puis ils disent « Ah, on peut pas intervenir, on n'a pas les autorisations, on peut pas ouvrir le container, excusez-nous, on peut rien faire. »
D'après moi, là, pour la recherche du sac à dos, c'était une petite coche plus diligent. Là. C'était une petite coche plus agressive comme intervention policière. Je mettrais 2 piastres, moi aussi, là-dessus. Ouais. Tout savoir en 24 minutes. On revient sur la controverse de la LHJMQ. Je rappelle, là, il y a 2 jours, c'est le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est intervenu sur les médias sociaux pour dénoncer le fait que les voltigeurs de Victoriaville avaient de Drummondville, pardonnez-moi, un chandail unilingue anglophone là, pour préparer, si on veut, les prochaines confrontations des séries éliminatoires. Et là, ben, aujourd'hui, on dit que la LHJMQ a tenu une rencontre avec les 12 équipes du territoire québécois et que tous les vêtements maintenant vont être obligatoirement unilingue francophone du côté des vêtements de la Ligue. Même ceux qui ont déjà été faits, Mario, on va en refaire des nouvelles batches. C'est ça qui va arriver dans ces endroits-là. Puis il y avait d'autres questions qui se posaient aussi, à savoir, est-ce que la loi 101, ça vient s'appliquer sur ce qui est écrit dans les vestiaires de hockey? Tu sais, souvent des décorations, des phrases inspirantes. Je dirais non à première vue. Là. C'est pas un commerce. Pas... D'instinct, je dirais non. C'est plus... Mais ce matin, je recevais LCN Enrico Ciccone, là, qui a joué quand même dans la Ligue junior majeure. Puis il disait... mettons, lui, les slogans en anglais, il a vu ça, mais il dit, écoutez, là, faites-vous pas... Les jeunes parlaient tous français. Lui, à son époque, là, c'était pas comme maintenant. Il y avait moins de jeunes de l'Atlantique. Ça parlait vraiment français. Là. Entre eux, les joueurs parlaient toujours français. Mais il reste les slogans. Là, c'est purement une imitation de la Ligue nationale. Ils n'ont pas peur des mots. On imite là, le genre de slogan des équipes de la Ligue nationale parce qu'on se voit... on se prépare pour le marché. Ouais, on se voit arriver là. On rêve de ça. Puis le langage du hockey, mais... Je veux dire, dans les garages comme dans le hockey, on se comprend qu'il y a un langage en anglais, là, oui. Pour nommer les choses. Mais de s'afficher, pour moi, c'est quand même différent de s'afficher. Exemple, parce que ce vêtement-là, ce chandail-là, c'est une espèce de chandail promotionnel pour dire on fait les séries, on participe aux séries cette année. Puis... Gilles Courteau, t'es au Québec, à Drummondville. Le nom du trophée est en français. Gilles Courteau's Trophy. Le gars, c'est un francophone, Gilles Courteau, qui a été pendant des années le commissaire de la Ligue. T'as déjà à moitié de fête, c'est déjà à moitié en français. Là. Gilles Courteau's Trophy. Ouais. En tout cas, c'est au moins le dossier semble réglé, puis on dit même qu'on va conformer les slogans dans les vestiaires, Mario, en français. Là. C'est quelque chose qui pourrait être appliqué. Il y aurait jusqu'au 1er juin 2025, dit-on, là, pour se conformer à cette nouvelle réglementation-là. Reste à voir si ça va se faire, mais il y a déjà un cas de figure, nos collègues du bureau d'enquête, entre autres, qui rapportaient ça, en disant que on a, à l'OQLF, on a déjà passé dans des vestiaires au séminaire Saint-François, entre autres, pour aller changer des phrases qui étaient là, ce qui a fait en sorte que ça a déjà été appliqué. Il y a des cas de figure, donc reste à voir aussi ce que l'enquête de l'OQLF va faire, Mario, vis-à-vis du reste de la LHJMQ. Ouais, mais là, ce matin, le ministre me disait, je pense qu'il y a quand même une bonne collaboration de Mario Cecchini, l'actuel président de la Ligue, commissaire de la Ligue. Et le ministre me disait, tu sais, le QLF, j'ai demandé une enquête, mais là, les enquêteurs vont pas débarquer là comme des matamors. Et je pense plus que c'est quelqu'un de l'OQLF qui va aller rencontrer Mario Cecchini à ses bureaux pour discuter en général de la question de la langue que des descentes armées là, dans les différents vestiaires. Là. Je pense que c'est plus ça. Là. On se comprend que le terme enquêteur, ça peut faire peur, mais... Oui, qui va aller vérifier avec la Ligue quelles mesures ils entendent prendre. Puis là, aujourd'hui, la Ligue a déjà annoncé ça, ce qui risque de satisfaire les enquêteurs. Peut-être, à suivre. Tout savoir en 24 minutes. Des grosses nouvelles sur le plan de la démographie canadienne, Mario, alors qu'on a appris aujourd'hui qu'on vient de dépasser du côté de la population du Canada au complet le 41 millions d'habitants. Ce qui est spécial, par contre, c'est que le dernier million, là, de 40 à 41 millions, ça s'est atteint en 9 mois seulement au pays. Là. C'est pas croyable, hein? C'est fou. C'est une augmentation de la population absolument ahurissante. Là. Entre le 1er janvier 2023 1er janvier 2024, la population totale du Canada, 3,2 d'augmentation. C'est 1,2 million de personnes et des poussières là, qui sont entrées. Plus gros taux d'accroissement, on se comprend, de la population depuis 1957 au Canada. Et là, c'est une hausse, là, 1,2 million, Mario, vient confirmer ce qu'on dit, puis tous les chiffres qui sont avancés par le Québec, par d'autres provinces, depuis déjà des mois. C'est presque entièrement attribuable à l'immigration. Là. On parle de 97,6% de ce nouveau 1,2 million-là qui provient de l'immigration. Là. C'est 2,4% donc seulement qui correspond à la différence naissance-décès. Tu sais que j'ai fait des mathématiques. Je nous rapporte, il y a environ 1 an, peut-être un peu plus, on avait cette histoire qu'on appelait l'initiative du siècle.
Oui. Tu sais, ça avait été découvert qu'il y avait un groupe de réflexion, puis des gens assez proches de M. Trudeau qui avaient ce rêve, là, le Canada, 100 millions de population en 2100. Tu sais, c'était un peu des chiffrons, là, 100 en 2100, là, 100 millions de population en 2100. Puis là, on disait, mais ça, c'était comme augmenter, à l'époque, on était 38-39 millions au Canada, augmenter la population de 61 millions d'ici 2100, ça paraissait énorme, puis surtout, évidemment, principalement avec l'immigration, puis ça soulevait toutes sortes de questions. Puis ça avait été, pour beaucoup de gens, entre autres au Québec, jugé déraisonnable. Oui. Donc, tu m'entends, 100 millions en 2100. Au rythme actuel, on atteindrait le 100 millions avant 2070. Wow. À 9 mois par million, puis là, j'arrondis les chiffres, puis je donne un petit peu de marge de manœuvre. Là. En 2070, on aurait atteint le 100 millions de population au Canada. Bon, probablement qu'on va me répondre, oui, mais on ne restera pas à ce rythme actuel. On essaie de reprendre le contrôle sur nos frontières, sur l'immigration temporaire. Probablement que si on change de gouvernement, si le gouvernement Trudeau perd, le gouvernement suivant aura peut-être d'autres politiques, on ne sait pas. Là. Mais quand même, au rythme actuel, on trouvait ça complètement sauté, ce plan de 100 millions en 2100. Là, on atteindrait le 100 millions en 2070. Ou avant 2070. Là, je veux pas venir saboter tous tes calculs, Mario, mais en plus, là, la cible de l'ancien ministre de l'Immigration, Sean Fraser, pour l'année dernière, c'était 465 000. On l'a dépassé là, pour tout ce qui est immigrants permanents seulement. 471 700. Là. Donc, on a dépassé cet objectif-là. Le problème, c'est qu'on veut encore, du côté d'Ottawa, c'est dans les plans du gouvernement libéral, d'augmenter les seuils comme ça pour atteindre progressivement 500 000 immigrants permanents annuels. Là. C'est pas fait encore. Sauf qu'on a ces 500 000 permanents, mais à côté, je pense que c'est rendu à 2 700 000 temporaires là, qui de surcroît. Donc, ça va être... Mais tout ça, là, la croissance... Parce que là, on parle de crise du logement, mais tu regardes ces chiffres-là, y a vraiment quelqu'un qui peut faire semblant d'être étonné, de tomber en bas de sa chaise qu'il y a une crise du logement avec les chiffres qu'on a? Pour moi, là, ça demeure l'enjeu... Les frontières de l'immigration, ça demeure l'enjeu numéro 1 du gouvernement Trudeau. Là. Actualité. On a beaucoup parlé des problèmes de délai de visa pour être attribué du côté d'Immigration Canada, parce qu'il y a bien évidemment beaucoup, là, on en parlait il y a quelques instants, d'immigration temporaire, de réfugiés. Mais il y a beaucoup de dossiers. Le ministère est embourbé complètement. Là. Oui, absolument. Et là, embourbé, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui attendent des années et des années. Puis dans certains dossiers qui sont rapportés périodiquement comme ça du côté des médias, il y en a qui sont absolument tragiques, Mario. Puis c'est le cas, entre autres, là, de Ibitsem Koulali, qui est une maman de 35 ans qui a reçu, là, il y a moins d'un an, un diagnostic de cancer métastasé, estomac, foie. En clair, il lui reste quelques temps à vivre à peine. Et elle, c'est une femme qui est avec ses 2 jeunes enfants et qui attend que son mari arrive au pays. Là, ça fait depuis 2021 que cet homme-là attend, 3 ans, attend sa résidence permanente. Et pendant ce temps-là, la femme originaire d'Algérie doit combattre, premièrement, un premier cancer du sein en 2016. Là, étant donné de combattre un cancer qui, malheureusement, va lui être fatal, c'est presque assuré. Et là, elle a 2 enfants en bas âge. Finalement, là, après avoir eu toutes sortes de médiatisation de son dossier en octobre dernier, c'est nos collègues du journal là, qui ont dit que ça devait bouger, qui ont rapporté l'histoire, qui ont soumis 5 demandes de visa pour monsieur. Finalement, son mari, Nassim Derouiche, a pu venir à son chevet, prendre soin d'elle un peu pendant qu'elle est malade. Ça faisait des années qu'elle combattait ça toute seule avec les 2 jeunes enfants. Le problème, c'est que d'ici 6 mois, monsieur va devoir repartir. Là. Puis l'avenir des 2 enfants là, qui vont devenir orphelins de mère, demeure incertaine. C'est un avenir complètement incertain à ce point-ci, Mario. C'est fou des histoires comme ça. Oui, mais c'est un peu la conséquence. C'est-à-dire que t'as un système qui est engorgé et même les dossiers qui paraissent urgents, même les dossiers qui paraissent devoir être traités en priorité, le gouvernement fédéral semble plus être capable de les traiter. Mais c'est dans tous les domaines, les demandeurs d'asile, là, c'est des genres de dossiers qui devraient être traités rapidement. Dès les premières semaines, les premiers mois, on devrait donner des réponses. Là, si les gens ne sont pas des vrais demandeurs d'asile, devraient être retournés instantanément dans leur pays. Là, on leur donne une réponse au bout de 2-3 ans, sont installés ici. Fait que même s'ils étaient des faux demandeurs d'asile, ils finissent par demander le droit de rester. Quand on parle d'une perte de contrôle, là, c'est un ensemble, puis incluant dans des cas inverses comme ça, des gens qui devraient pouvoir venir dans le cadre d'une réunification avec une mère, parent du même enfant malade. Mais là, le système n'est plus capable de les traiter. Économie. Tu
t'es amusé ce matin, Mario, en te basant sur une nouvelle du National Post aujourd'hui, à faire un petit calcul sur la rémunération de nos élus au fédéral. Parce que là, au provincial, à Québec, ça a fait jaser un petit péché qu'on a augmenté le salaire des élus. Ouais, ben, on l'avait gelé pendant des années, puis on l'a augmenté de 30 000 d'un coup, 30 d'un coup. Alors, Ottawa, eux autres, c'est tous les 1er avril. Il y a un mécanisme statutaire qui s'applique sans... Tu sais, les députés n'ont pas à voter là-dessus. À tous les 1er avril, il y a un mécanisme automatique. Et qui embarque, puis encore une fois, ce 1er avril, ben, il y a une augmentation de 4,4 du salaire de tous les députés fédéraux. Ce qui fait en sorte qu'ils vont monter maintenant à 203 100 $ par année, là, en augmentation avant. Ça, c'est le salaire de base. Là, le simple député qui n'est pas président de commission, qui n'a aucune fonction supplémentaire. Là. Le député de base. Oui, on se comprend qu'il peut cumuler toutes sortes de professions. Et après là, ça, il gagne plus à ce moment-là. C'est ça. Puis là, si tu deviens un ministre, là, tu touches plus. Si t'es chef d'opposition comme M. Poilievre, tu touches encore plus. M. Trudeau aussi, là, on se comprend, là, qu'il va gagner un salaire là, d'à peu près de presque 300 000 $. 400 000. M. Trudeau dépasse les 400 000. 406 000. Oui, 406 200, pardonne-moi. Exact. Ouais, il gagnait 383. Parce que quand tu appliques le pourcentage à des montants comme ça, là, comme M. Trudeau gagnait 380 quelques, tu appliques 4,4 ça fait plus 17 000. Tu as fait une augmentation de 17 000. Tu appliques un pourcentage qui est quand même cette année, bon... Il se base, il dit que c'est un index là, qui est calculé par Statistique Canada, basé sur les conventions qui sont signées, les conventions collectives qui sont signées dans le secteur privé. J'ai pas pu trouver exactement la méthode de calcul, mais cette année, ça arrive, c'est ça qui arrive à 4,4 Et c'est ce qui fait, Mario, qu'on vient de monter dans le palmarès, c'est que le Canada se retrouve avec le pays le 2e au monde dans lequel ses élus sont le mieux rémunérés, Mario. Tout de suite après, les États-Unis d'Amérique, 3e position, c'est Israël qui rémunère le mieux ses élus. Et donc, on vient de se rendre compte que, OK, on est très bien payé quand on est un député au fédéral au Canada, là, vis-à-vis les autres pays dans le monde. Oui, ils sont très bien payés. Ce qui peut être justifié, ce qui est justifié pour des députés probablement qui travaillent bien au Parlement, lisent leurs dossiers, sont au courant de leurs affaires, surveillent leurs affaires, travaillent fort dans leur comté. Probablement qu'on en trouverait quelques-uns qui sont des traînes savates, qui font le service minimum dans le comté, puis qui se présentent à des commissions pour voter comme un robot, mais qui n'ont même pas lu les dossiers. Mais c'est ça la vie. Donc, pour ceux-là, ça fait un gros salaire. M. Trudeau, lui, dans le monde, les chefs de gouvernement, là, il n'est pas 2e. M. Trudeau est 6e au monde. Se retrouve 6e au monde derrière le président de Singapour, qui est payé quand même 2,2 millions de dollars. Singapour, on paye bien le dirigeant. Voilà, je pense que c'est une exception. Par la suite, c'est le président de la Suisse, 718 000. Le président des États-Unis fait 544 000. Australie, 522. Chancelier de l'Autriche, c'est 422 à 406 200 maintenant. Ouais. Justin Trudeau en 6e position. Tout ça étant évidemment ramené en dollars canadiens. Là, parce que chacun a sa devise, mais tout ça étant ramené en dollars canadiens. Donc, c'est beaucoup pour M. Trudeau, si on compare les pays comparables. Mais c'est ça. Si tu compares... Je me suis amusé ce matin à comparer avec des présidents. Le président de Suncor, par exemple, la pétrolière, là, qui est propriétaire de Petro-Canada, il gagne 90 fois plus que M. Trudeau. Il gagne... 36,8? 36 millions, presque 37. Et donc, je le calculais. Mettons que tu dis qu'il travaille fort, ce monsieur-là. Mettons qu'il travaille sur une année de 365 jours. Il en travaille 270. C'est beaucoup plus qu'un travailleur normal. Mais mettons que c'est un PDG. Oui. Ça veut dire qu'à tous les 3 jours, lundi, mardi, mercredi, 3 jours, il gagne le salaire du premier ministre, 400 000. C'est le fun. Jeudi, vendredi, samedi, 3 autres jours, un autre 400 000. Tous les 3 jours, il gagne le salaire du premier ministre. Puis on s'entend que c'est son salaire de base, ça, Mario? Non, je pense que ça inclut tout, par exemple. Je pense que ça inclut peut-être pas les comptes de dépenses, mais ça inclut les actions, ça inclut tout. Mais quand même, 36 millions, c'est pas pire. Le Monde. À peu près une semaine après qu'on ait eu un attentat en Russie là, qui a fait pas moins de 144 morts et 360 blessés au Crocus City Hall. Là, je rappelle, un attentat qui a été revendiqué par l'État islamique et qui ont massacré là, à coups de mitraillettes, de grenades, là, une foule qui était réunie pour un concert. Mais là, voici que les services de sécurité russes disent avoir déjoué un autre attentat, cette fois-ci dans le sud-ouest de la Russie, qui se prévoyait. Attentat à la bombe, encore une fois, là, qui voulait se faire dans un lieu public. On est resté très discret sur ce genre d'intervention-là, puis sur le modus operandi qu'il y avait autour de cette opération. Puis ça arrive quand même souvent. Là. En Russie,
de manière périodique, on dit avoir déjoué un attentat, on reste avare de détails, mais cette fois-ci, là, comme c'est très près d'un autre attentat... on est tenté d'y croire. Hein? On est tenté d'y croire. Dans tous les cas, Mario, à voir le visage puis l'apparence physique de ceux qui se sont fait pincer, là, ces djihadistes qui ont participé aux attentats puis qui étaient amochés, merci, on va le dire poliment comme ça, par les forces russes. Mais je pense que le sort qui les attend ne sera pas très, très jojo, lui. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.